Alexandre ajusta le nœud de sa cravate, son reflet dans le miroir lui renvoyant l'image d'un homme qui avait tout, sauf la liberté de choisir la femme qui serait dans son lit cette nuit-là. Le contrat était signé. La fête des apparences était terminée et il ne restait plus que l'acte final. Affronter la jeune femme intéressée que sa famille lui avait imposée comme épouse. Il descendit le grand escalier de marbre de l'hôtel particulier, le cœur comme une pierre de glace, répétant les mots cruels qu'il utiliserait pour lui signifier que ce mariage était une farce. Il l'humilierait, la remettrait à sa place, puis la laisserait à la solitude de cette chambre dorée. Camille, de son côté, entendait ses pas s'approcher de la chambre nuptiale, et son corps tremblait, non de froid, mais de pure terreur. Elle se blottit dans les draps de soie, sa robe blanche encore sur elle comme une armure inutile. Elle savait qu'il la méprisait, mais elle n'imaginait pas que la vérité de cette nuit-là non seulement la sauverait de l'humiliation, mais transformerait son bourreau en un homme qu'elle peinerait à reconnaître. La cérémonie avait été un spectacle de froideur orchestré. Pour les invités, c'était le mariage de l'année, l'union d'Alexandre, l'héritier d'un empire financier, avec la sublime Camille, une jeune femme d'une beauté éthérée dont la famille se voyait soudainement sauvée de la faillite. Des sourires furent échangés, des coupes de champagne levées pour des toasts vides, et la presse immortalisa chaque détail de cette luxueuse mascarade. Derrière les caméras, cependant, la réalité était un désert d'émotions. Alexandre l'avait à peine regardé devant l'autel. Sa main, lorsqu'il avait pris la sienne pour l'échange des alliances, était aussi froide que le métal qu'il glissait à son doigt. Il sentait les regards de pitié et d'envie sur sa fiancée, et un nœud de mépris se formait dans son estomac. Il voyait en elle l'incarnation de la cupidité de son père, un homme qui n'avait pas hésité à vendre sa propre fille pour maintenir son style de vie. Et elle, avec ses yeux effrayés et sa posture recroquevillée, n'était à ses yeux qu'une actrice talentueuse, jouant le rôle de la victime innocente avec maestria. Camille, quant à elle, sentait chaque regard comme une aiguille perçant sa peau. La robe de mariée, une pièce de haute couture qui coûtait plus que ce qu'elle pourrait jamais espérer gagner dans sa vie, lui semblait être un déguisement lourd et étouffant. Aux côtés d'Alexandre, elle se sentait diminuée, une pièce décorative dans un événement qui célébrait sa propre sentence. La beauté éblouissante que tout le monde commentait était pour elle une malédiction, la raison pour laquelle elle avait été choisie pour ce sacrifice. Pendant toute la réception, il la guida à travers les salons avec la fermeté de celui qui conduit un actif précieux, non une épouse. Il souriait aux associés, aux amis, mais dès que les visages se tournaient, le masque tombait et il ne restait qu'un regard tranchant d'indifférence qui lui donnait envie de disparaître. Elle vit son père rire, tapant dans le dos de ses nouveaux amis fortunés, et sa mère, arborant un sourire triste, qui détournait le regard chaque fois qu'elle croisait le sien. Il l'avait livrée, et maintenant, elle était complètement seule. Le trajet de la réception à l'hôtel particulier se fit dans un silence sépulcral. La voiture de luxe glissait sur les boulevards illuminés de Paris, mais à l'intérieur du véhicule, l'obscurité était palpable. Alexandre regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée, ignorant sa présence comme si elle était un fantôme. Camille gardait les mains jointes sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans sa propre peau, une vaine tentative de sentir autre chose que la peur dévorante qui lui nouait la gorge. Elle regarda son profil, la ligne dure de sa mâchoire, ses larges épaules sous le costume impeccable. Il était objectivement un très bel homme, du genre à faire la couverture des magazines d'affaires, mais sa beauté était intimidante, glaciale, une façade pour la cruauté qu'elle sentait émaner de lui. En arrivant à l'hôtel particulier, un palais moderne de verre et de béton qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer, ils furent accueillis par une dame aux cheveux gris et au regard bienveillant. « Bienvenue, madame, » dit-elle d'une voix douce. « Mon nom est Hélène, je suis la gouvernante. Je suis à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. »« Merci, Hélène, » murmura Camille, sa voix à peine audible. C'était la première goutte de chaleur humaine qu'elle recevait depuis des heures. Alexandre ne dit pas un mot, se contentant de faire un geste de la tête en direction de l'escalier. Hélène montrait à « Madame où se trouve sa chambre ». La pause avant « Madame » était délibérée, une petite coupure, une façon de lui rappeler que son nouveau titre n'était qu'une formalité. Hélène lança un regard rapide et compréhensif à Camille avant de la guider le long de l'escalier monumental. « Monsieur Alexandre est un homme compliqué », dit la gouvernante à voix basse, comme si elle partageait un secret. « Mais il a un bon cœur, quelque part. » Camille en doutait fort. La chambre était plus grande que tout l'appartement où elle avait grandi. Un lit king-size à baldaquin dominait le centre, couvert de draps de soie qui semblaient liquides au toucher.
Une porte-fenêtre s'ouvrait sur un balcon privé avec vue sur un jardin impeccablement entretenu. C'était une chambre de princesse, une cage dorée. Hélène lui montra où se trouvait le dressing, déjà rempli de vêtements qu'elle n'avait jamais choisis, et la salle de bain en marbre avec une baignoire qui ressemblait à une petite piscine. Puis, avec un dernier regard de sympathie, la gouvernante se retira, fermant doucement la porte et laissant Camille dans la solitude la plus absolue. Les heures s'écoulèrent. Camille n'eut pas le courage d'enlever sa robe. Elle s'assit au bord du lit, le corps rigide, chaque bruit de la maison faisant bondir son cœur. Elle entendit le tintement d'un verre quelque part en bas. Puis, des pas lourds, il arrivait. La peur qui jusqu'alors avait été un bourdonnement constant devint un cri assourdissant dans son esprit. La poignée tourna. Alexandre entra dans la chambre sans frapper, le veston retiré, la cravate desserrée. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent sur elle, recroquevillés sur le lit. Un sourire cynique étira ses lèvres. Il se servit un whisky d'une carafe posée sur une petite table d'angle et marcha lentement dans sa direction, comme un prédateur acculant sa proie. Puis il commença, la voix grave et chargée de sarcasme. La petite Cendrillon est enfin arrivée dans son château. Heureuse? Le prix était élevé, mais votre père a semblé satisfait de l'affaire. Camille déglutit, incapable de répondre. Ses paroles étaient exactement comme elle s'y attendait, cruelles, directes, humiliantes. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, le verre de whisky tournant dans sa main. « Mettons les choses au clair, Camille. Vous êtes ici pour une seule raison. Offrir à ma famille la fusion d'entreprises qu'ils désiraient tant et, éventuellement, un héritier pour sauver les apparences. En dehors de cela, votre existence dans cette maison sera insignifiante pour moi. Vous aurez tout ce que l'argent peut acheter. Vêtements, bijoux, voyages. En échange, vous ne poserez pas de questions, vous ne vous mêlerez pas de mes affaires et, surtout, vous ne prétendrez pas que ceci est un vrai mariage. » Il fit une pause, attendant une réaction. Comme elle restait silencieuse, tremblant visiblement, son irritation grandit. Il s'attendait à des larmes, des supplications, ou peut-être une étincelle de défi de la part d'une croqueuse de diamants prise au piège. Son silence terrorisé le déstabilisait. « Vous ne dites rien ?» gronda-t-il en faisant un pas en avant. « Vous n'allez pas essayer de me convaincre de votre innocence? Me dire que vous êtes tombée éperdument amoureuse de l'ogre millionnaire? Je ne sais pas quoi dire. » Réussit-elle finalement à articuler, la voix brisée. « Ah, vous ne savez pas ?» se moqua-t-il, s'approchant encore plus, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir l'odeur du whisky et de l'eau de Cologne coûteuse qu'il portait. Il se pencha, le visage à quelques centimètres du sien. « Alors je vais le dire pour vous. Vous êtes une marchandise achetée et payée. J'attends de vous que vous remplissiez votre part du contrat. Mais ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il, le ton dégoulinant de venin. « Je n'ai pas le moindre intérêt à vous toucher. Les femmes comme vous, qui se vendent si facilement, ne m'attirent pas. Vous pouvez garder votre virginité de façade pour qui s'y intéressera. » L'accusation la frappa comme une gifle. L'injustice de ses mots, la façon dont il présumait le pire d'elle sans même la connaître, brisa la barrière de sa peur. Des larmes de rage et d'humiliation perlèrent à ses yeux. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Oh, je sais tout ce qu'il me faut. » rétorqua-t-il, le mépris évident. « Je sais que votre père était criblé de dettes et a vu en mon nom le salut, et je sais que vous avez accepté le rôle de bonne grâce. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. » explosa-t-il, la fureur qu'il avait contenue faisant enfin surface. Il lui saisit le bras, la force de sa poigne la faisant frémir. « Vous auriez pu dire non, mais le luxe a parlé plus fort, n'est-ce pas? La vie facile. »« Non, » cria-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Vous croyez que je voulais ça? Être vendue, être traitée comme un objet? Regardez-moi, » le défia-t-elle en relevant le menton. « Vous croyez que je feins cette terreur, le dégoût que j'éprouve pour cette situation? » Il la dévisagea, pris de court par son explosion. Un instant, il vit dans ses yeux sombres et inondés de larmes quelque chose qui n'était pas du jeu. C'était de la douleur pure, authentique. Mais son cynisme était une forteresse. Excellente performance. Dit-il plus bas, la lâchant brusquement. Mais ça ne marchera pas avec moi. Maintenant, venons-en aux faits. Je dormirai dans la chambre voisine. Celle-ci est à vous. Demain, nous établirons les règles définitives de notre contrat. Il se tourna pour partir, sentant un goût amer dans la bouche. La scène ne s'était pas déroulée comme prévu. Il voulait se sentir victorieux, en contrôle. Au lieu de cela, il se sentait sale. Alors qu'il était déjà à la porte, sa voix, fragile comme un fil de soie, l'arrêta. « Vous avez parlé de virginité de façade. »
Il se retourna lentement, un sourcil arqué. « Oui, c'est le plus vieux tour du monde. La fiancée pure et intouchée. Dommage que je ne crois pas aux contes de fées. » Camille prit une profonde inspiration, rassemblant la dernière étincelle de courage qui lui restait. C'était sa seule vérité, la seule chose qui lui appartenait encore dans ce monde de mensonges. « Ce n'est pas une façade, » dit-elle, la voix si basse qu'il l'entendit à peine. « Je suis vierge. » La déclaration plana dans l'air, chargée d'un poids inattendu. Alexandre resta immobile. Il la scruta de la tête aux pieds, cherchant le moindre signe de tromperie, le moindre indice de mensonge. Mais tout ce qu'il trouva fut une paire d'yeux terrorisés et sincères, un visage pâle, taché de larmes, et une vulnérabilité si brute qu'elle était presque impossible à fabriquer. Sa certitude, l'armure d'arrogance qui le protégeait, commença à se fissurer. Il rit, mais le son sortit creux, sans conviction. Belle tentative. « C'est la vérité, » insista-t-elle, le menton tremblant. « Mon père vous m'a vendu, mais mon honneur, il n'a pas pu le prendre. Personne n'a pu. Je le gardais pour quelqu'un qui m'aimerait. » La dernière partie sortit comme un sanglot douloureux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans l'esprit d'Alexandre, les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter d'une manière nouvelle et troublante. Sa terreur devant l'autel, ses mains tremblantes, son refus de le regarder. Ce n'était pas le comportement d'une intrigante expérimentée, c'était la panique d'une innocente menée à l'abattoir. La phrase qu'il s'était répétée résonna dans sa tête. Il était prêt à l'humilier jusqu'à découvrir qu'en réalité, c'était lui le trompé. Il n'avait pas été trompé par elle. Il avait été trompé par ses propres suppositions, par sa vision cynique du monde qui lui avait fait peindre une victime aux couleurs d'une prédatrice. Il n'était pas le bourreau d'une femme intéressée. Il était le complice involontaire du sacrifice d'une jeune femme. Le mépris qu'il ressentait se dissolut, remplacé par une vague de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. C'était un mélange de choc, de culpabilité et d'une confusion écrasante. Il la regarda vraiment pour la première fois, et il ne vit pas le trophée, la monnaie d'échange, la menteuse. Il vit une jeune femme de 22 ans, terrifiée, seule, prise dans un piège aussi cruel que le sien. Sans dire un mot de plus, il se retourna et quitta la chambre, refermant la porte derrière lui avec un clic doux qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la demeure. Camille entendit ses pas s'éloigner dans le couloir et, pour la première fois cette nuit-là, elle relâcha le souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait, son corps s'effondrant sur les draps de soie dans un sanglot convulsif de soulagement et de désespoir. Dans le couloir, Alexandre s'adossa au mur, la tête entre les mains. Son plan pour l'humilier était en morceaux. Et, à la place de sa colère glaciale, une question dérangeante commençait à se former. Si elle était la victime, qu'est-ce que cela faisait de lui? Le lendemain matin naquit dans un silence tendu. Camille avait à peine dormi, hantée par les montagnes russes émotionnelles de la nuit précédente. L'image du visage choqué d'Alexandre, avant qu'il ne se retire, était gravée dans son esprit. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Une autre vague d'accusations, un mépris encore plus glacial. Le cœur battant contre ses côtes, elle enfila une des robes simples qu'Hélène avait préparées, se sentant comme une imposteur au milieu de ce luxe, et descendit dans la salle à manger. La pièce était aussi vaste et imposante que le reste de la maison, avec une table en acajou poli qui pouvait accueillir 20 personnes. Alexandre était déjà là, assis au bout de la table, lisant les nouvelles sur une tablette. Il leva les yeux quand elle entra. Il n'y avait pas de chaleur dans son regard, mais le mépris tranchant de la veille avait disparu, remplacé par une expression neutre, presque analytique. « Bonjour, » dit-il, la voix égale. « Hélène m'a informé que vous aimiez le café au lait et les fruits. J'ai demandé qu'on vous prépare cela. » Camille resta paralysée une seconde. Cette petite attention était si inattendue qu'elle la laissa sans voix. « Oh, merci » balbutia-t-elle, s'asseyant aussi loin que l'étiquette le permettait. Le silence s'installa de nouveau, rompu seulement par le tintement des couverts. Elle mangeait par petites bouchées, sentant les yeux de son mari sur elle de temps en temps. Il l'étudiait, et cela la rendait nerveuse, mais c'était une nervosité différente de la terreur de la veille. C'était l'incertitude de ne pas savoir sur quel terrain elle marchait. La trêve fragile fut brusquement interrompue par l'arrivée d'une femme plus âgée, élégamment vêtue d'un tailleur de grand couturier et d'un collier de perles qui irradiait la désapprobation. Ses cheveux, parfaitement coiffés, encadraient un visage où l'arrogance était gravée dans chaque ligne. « Alexandre, mon chéri », dit-elle d'une voix affectée, avant de déposer un baiser dans l'air à côté de la joue de son fils. Ses yeux glacials se posèrent ensuite sur Camille. « Et vous devez être la mariée ?» Le mot sonnait comme une insulte. « Mère », dit Alexandre, le ton soudainement plus froid. «
Voici Camille, ma femme. Camille, voici ma mère, Béatrice. Une femme, bien sûr, murmura Béatrice en s'asseyant et en examinant Camille de la tête aux pieds d'un œil critique. Une robe bien simple pour la maîtresse de maison, ne trouvez-vous pas? Je m'attendais à quelque chose de plus approprié. Le visage de Camille s'enflamma. Elle eut envie de se recroqueviller, de disparaître sous la table. Avant qu'elle ne puisse penser à une réponse, la voix d'Alexandre coupa l'air. « Sa robe est parfaite, mère, et elle n'a pas besoin de votre approbation pour s'habiller. » La rudesse dans sa voix était sans équivoque. Béatrice écarquilla les yeux, clairement surprise et offensée par la défense de son fils. Camille regarda Alexandre stupéfaite. Il ne l'avait pas défendu avec gentillesse, mais avec la précision d'un scalpel, réduisant sa mère au silence de manière efficace. Béatrice changea de sujet, parlant d'une vente aux enchères d'art, mais l'ambiance à table avait changé. Alexandre, l'homme qui l'avait humiliée, venait de la protéger. La confusion de Camille s'approfondit. Les jours qui suivirent, Alexandre maintint une distance calculée. Il partait tôt pour l'entreprise et rentrait tard, et ils se croisaient rarement. Cependant, Camille sentait sa présence d'autre manière, par de petites choses. Il avait laissé des instructions pour que personne ne la dérange. Il s'était assuré qu'Hélène soit toujours disponible pour elle. Il ne lui parlait pas, mais d'une certaine manière, il construisait une bulle de neutralité autour d'elle. Libérée de son hostilité directe, Camille commença à explorer son nouvel environnement avec la prudence d'un animal effrayé. La demeure était froide et impersonnelle, mais elle y trouva de petits refuges. La bibliothèque, avec son odeur de livres anciens et de cuir, devint un sanctuaire. Et le jardin, une oasis de vie au milieu de l'architecture stérile. C'est là qu'il la trouva un après-midi. Elle était assise sur un banc de pierre sous un saule pleureur, si absorbée par la lecture d'un roman à la couverture usée qu'elle ne l'entendit pas approcher. C'était un livre qu'elle avait apporté de son ancienne maison, l'un des rares effets personnels qu'elle avait ici. Alexandre s'arrêta à une certaine distance, l'observant. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles du saule, créant des motifs sur ses cheveux sombres. Dans cette lumière douce, avec une expression sereine sur le visage, elle paraissait encore plus jeune et déplacée. Il remarqua la simplicité de ses gestes, la façon dont elle souriait à un passage du livre, la gentillesse avec laquelle elle salua un jardinier qui passait par là. Rien dans son comportement ne criait l'arriviste. Tout en elle murmurait une authenticité qui le troublait profondément. Il luttait contre ses instincts. Des années de méfiance et de trahison lui avaient appris à toujours chercher le motif caché, l'agenda secret. Mais avec Camille, il ne trouvait rien. Cédant à une impulsion qu'il ne comprenait pas, il fit un pas en avant. « Que lisez-vous » demanda-t-il. Camille sursauta, le livre manquant de tomber de ses mains. « Monsieur Alexandre » s'exclama-t-elle, le visage rougissant. « Je ne vous avais pas entendu. »« Juste Alexandre » corrigea-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Il s'approcha et regarda la couverture du livre. C'était un roman classique, rien de sophistiqué. « C'est bien ?»« Oui, » répondit-elle, surprise par la question. « C'est mon histoire préférée, sur le fait de trouver la beauté dans les choses les plus inattendues. » La phrase flotta entre eux, chargée d'une signification non intentionnelle. Il se contenta d'acquiescer, les mots coincés dans sa gorge. C'était la première vraie conversation qu'ils avaient, dépourvue d'accusations ou de formalités. Elle dura moins d'1 minute, mais ce fut suffisant pour briser une couche de glace. Il-même s'éloigna, la laissant avec le cœur battant et une nouvelle sensation fleurissant dans sa poitrine, la curiosité. La trêve, cependant, était trop fragile pour le monde extérieur. 2 semaines après le mariage, Alexandre annonça qu'il devrait assister à un bal de charité. C'est important pour l'image de l'entreprise. Pour notre image, dit-il, la dernière partie prononcée avec une hésitation presque imperceptible. La panique s'empara de Camille. L'idée d'affronter la haute société, les regards, les murmures, était terrifiante. Le soir de l'événement, elle se regarda dans le miroir, vêtue d'une robe de soie bleue qu'Hélène l'avait aidée à choisir. Elle était élégante et discrète, mais elle se sentait comme une fraude. Alexandre entra dans la chambre pour l'appeler. Il s'arrêta sur le seuil, son regard la parcourant un instant. Une fraction de seconde, elle crut voir une lueur d'admiration dans ses yeux, mais elle la dissimula rapidement sous son masque habituel d'indifférence. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête et il lui offrit son bras. Le contact de sa main sur la manche de son costume envoya un choc électrique à travers son corps. La salle de bal était un tourbillon de paillettes et de conversations forcées.
Camille s'agrippa au bras d'Alexandre comme à une bouée de sauvetage, souriant timidement aux personnes qui lui étaient de présenter. Elle pouvait sentir les regards évaluateurs, les femmes qui la toisaient de la tête aux pieds, cherchant une faille. C'est alors qu'une femme s'approcha, glissant à travers la salle avec l'assurance d'une panthère. Elle était grande, blonde et portait une robe rouge qui semblait avoir été cousue sur son corps. Son sourire était éclatant, mais ses yeux étaient durs comme des diamants. « Alexandre, mon cher, je pensais que tu t'étais retiré du monde, » dit-elle, la voix un ronronnement dangereux. Elle ignora complètement Camille. « Diane, » répondit Alexandre, son corps se raidissant subtilement. « Toujours un plaisir. » Les yeux de Diane se fixèrent enfin sur Camille, une lueur de dédain les traversant. « Et voici donc la nouvelle Madame Beaumont. Quelle ascension fulgurante! Est-ce donc vrai ce qu'on raconte? Que vous l'avez ensorcelée avec votre innocence de conte de fées? » Le venin dans sa voix était sans équivoque. Camille sentit le sang quitter son visage. Les gens autour se turent, avides de drame. C'était une humiliation publique calculée pour la détruire. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle sentit le bras d'Alexandre se contracter sous sa main. « Diane, » dit-il, la voix basse et létale tranchant l'air comme une lame. « Je crois que vous confondez innocence et classe. Une chose que Camille possède à foison et que vous avez apparemment perdue quelque part. » Le sourire de Diane vacilla. L'insulte était si directe, si brutale qu'elle la laissa sans voix. Alexandre n'attendit pas de réponse. Il serra la main de Camille de manière rassurante et l'entraîna plus loin, laissant Diane au milieu de la salle, le visage tordu dans un masque de fureur et d'humiliation. « Allons prendre l'air, » dit-il à Camille, la guidant vers la tranquillité d'une terrasse avec vue sur la ville. Ils restèrent silencieux un long moment, le son de la fête au loin. Camille tremblait, non plus de peur, mais d'une émotion écrasante qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Merci », murmura-t-elle, brisant enfin le silence. Alexandre la regarda, l'horizon de la ville se reflétant dans ses yeux. Elle n'avait pas le droit de vous parler de cette façon. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, la voix sincèrement curieuse. « Vous me détestez. » Il se tourna pour lui faire face, la brise du soir agitant une mèche de ses cheveux. Son expression était sérieuse, indéchiffrable. « Je ne vous déteste pas, Camille, » dit-il, et cela sonnait comme s'il se l'avouait à lui-même pour la première fois. « Je déteste la situation dans laquelle nous avons été placés. Mais vous êtes ma femme, et personne ne vous manquera de respect tant que vous porterez mon nom. » Cette nuit-là, sur le chemin du retour, le silence dans la voiture n'était plus hostile ou gênant. C'était un silence chargé de possibilités, de questions non posées et d'une connexion nouvelle et fragile qui avait été forgée dans le feu de l'attaque d'une ennemie. En arrivant à la demeure, il l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre. Un instant, leurs regards se croisèrent et se maintinrent, et un courant électrique de pure tension passa entre eux. Il sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais il se contenta d'un signe de tête et se dirigea vers sa propre chambre. Camille entra et s'adossa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Cet homme de glace, son bourreau contractuel, était devenu son protecteur. Et cette vérité était, d'une certaine manière, plus effrayante et infiniment plus dangereuse que tout son mépris. Les jours qui suivirent le bal de charité furent marqués par une harmonie nouvelle et étrange. Le mur de glace entre Alexandre et Camille n'avait pas complètement disparu, mais il était plein de fissures, par où s'échappaient de brefs regards, des mots échangés qui allaient au-delà de la simple formalité, et un silence qui, au lieu d'être gênant, semblait maintenant porter un poids d'attente. Alexandre commença à rentrer plus tôt de l'entreprise. Il ne la cherchait pas directement, mais ses trajets à travers la maison semblaient coïncider avec les siens avec une fréquence suspecte. Il la trouvait dans la bibliothèque, lisant près de la fenêtre, et au lieu de passer son chemin, il s'arrêtait un instant pour lui poser des questions sur l'histoire. Ou il la surprenait dans le jardin, s'occupant d'un parterre de roses qui semblait abandonné, et ressentait une envie inexplicable de se joindre à elle. C'était un observateur fasciné, voyant la femme qu'il avait été forcé d'épouser transformer sa forteresse froide en quelque chose qui commençait timidement à ressembler à un foyer. Camille, de son côté, sentait le changement en lui, et cela l'effrayait et l'intriguait à la fois. Sa présence n'était plus une menace, mais un champ magnétique qui l'attirait et la repoussait. Elle se surprenait à penser à lui pendant la journée, essayant de déchiffrer l'homme derrière la façade de millionnaire impitoyable. C'est lors d'un de ces après-midi,
Homowikta alors qu'elle aidait Hélène à ranger quelques livres, qu'elle trouva une petite ouverture. Monsieur Alexandre semble différent, commenta Camille en ma voix basse. Hélène sourit, un sourire sage de celle qui a vu passer de nombreuses saisons dans cette maison. Le jeune Alexandre n'a pas toujours été aussi dur, ma chère. Son père était un homme d'acier qui exigeait la perfection en tout. Il a appris à son fils à voir le monde comme un champ de bataille et les gens comme des pions dans un jeu. Il n'a jamais appris à faire confiance. La gouvernante fit une pause, ajustant un livre sur l'étagère. Après une grande déception amoureuse il y a quelques années, il s'est complètement refermé. Je pense qu'il a oublié ce que c'est que d'avoir quelqu'un de vrai à ses côtés. Les mots d'Hélène plantèrent une graine de compréhension dans le cœur de Camille. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement l'homme qui l'avait méprisé, mais un homme solitaire, blessé par sa propre méfiance. Cette nouvelle dynamique allait bientôt être mise à l'épreuve. Il y avait un autre événement inévitable au calendrier social, le gala annuel de l'entreprise. Cette fois, quand Alexandre le lui annonça, la panique de Camille fut moindre, remplacée par une appréhension nerveuse. À ses côtés, elle se sentait un peu plus en sécurité. Le soir de la fête, elle choisit une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux, et quand elle descendit les escaliers, elle trouva Alexandre qui l'attendait. Il resta silencieux un long moment, son regard la parcourant d'une manière qui la fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. « Vous êtes magnifique, Camille », dit-il, la voix un peu rauque. C'était le premier compliment qu'il lui faisait, et le mot résonna à ses oreilles comme la plus belle des musiques. Le gala était encore plus grand et plus opulent que le bal précédent. Et si Diane était une menace directe, il y avait d'autres prédateurs dans cet environnement, plus subtils et tout aussi dangereux. Tandis qu'Alexandre allait saluer un groupe d'investisseurs, un homme au sourire facile et au regard huileux s'approcha de Camille. C'était Julien, le principal rival d'Alexandre en affaires, connu pour son charme et son manque total de scrupules. « Camille Beaumont », dit-il en lui prenant la main et en y déposant un baiser appuyé. « J'ai enfin le plaisir de rencontrer la femme mystérieuse qui a conquis le cœur de glace de notre Alexandre. Il vous garde certainement caché sous cette clé. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, » répondit Camille, essayant de retirer discrètement sa main. « Julien, s'il vous plaît. Et le plaisir est entièrement pour moi, » insista-t-il, son pouce caressant sa peau. « Alexandre ne vous mérite pas, vous savez. Un homme qui ne pense qu'aux chiffres. Une beauté comme la vôtre devrait être appréciée, célébrée, pas enfermée dans une tour d'ivoire. » De l'autre côté de la salle, Alexandre observait la scène. Sa prise sur sa coupe de champagne devint si forte que c'était un miracle que le cristal ne se brise pas. Une vague de fureur primitive, chaude et possessive parcourut sa colonne vertébrale. C'était une émotion si viscérale qu'elle le prit par surprise. Ce n'était pas l'irritation d'avoir un rival importunant sa propriété. C'était de la jalousie, pure, irrationnelle et dévorante. Il vit l'inconfort de Camille, la façon dont elle essayait de s'éloigner de Julien et le sourire suffisant sur le visage de son rival. C'en était trop. En 3 grandes enjambées, il traversa la salle. « Julien !» dit Alexandre, la voix dangereusement calme. Il ne regarda pas son rival. Ses yeux étaient fixés sur Camille. D'un geste à la fois protecteur et possessif, il posa la main au creux de ses reins, l'attirant contre lui. La chaleur de sa main à travers le tissu de la robe lui coupa le souffle. « Je crois que ma femme et moi allions danser. » Julien leva les mains en fausse reddition. « Calme-toi, mon ami. Je tenais juste compagnie à cette charmante dame. Elle a déjà de la compagnie. » rétorqua Alexandre, son regard promettant des représailles. Sans attendre de réponse, il guida Camille vers la piste de danse, l'enlaçant dans ses bras. La musique était une valse lente. Au début, leur corps était raide, la tension de la confrontation vibrant encore dans l'air. Mais peu à peu, au son de la mélodie, ils commencèrent à se détendre. Sa main dans son dos était ferme et chaude. L'autre tenait la sienne avec une délicatesse qui contredisait la fureur de quelques instants auparavant. Camille posa sa tête sur son épaule, inhalant son parfum, un mélange de notes boisées et de quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Pour la première fois, elle se sentait complètement en sécurité dans ses bras. Et lui, sentant son poids confiant contre sa poitrine, réalisa que protéger Camille était devenu aussi naturel que de respirer. Le voyage de retour fut silencieux, mais l'électricité entre eux était presque palpable. En arrivant à la demeure, cependant, la magie de la nuit se brisa. Béatrice les attendait dans le salon, le visage un masque de fureur glaciale. « Je ne peux pas croire la scène qu'on m'a racontée », siffla-t-elle en se levant. « Toi, Alexandre, menaçant publiquement Julien à cause d'elle. Elle fait de toi un imbécile, une marionnette. Cette fille et sa famille de profiteurs t'aveuglent. »« Assez, mère !»
explosa Alexandre, sa voix résonnant dans le hall d'entrée. « Je ne vous permettrai pas de parler ainsi de ma femme. »« Ta femme ?» Béatrice rit, un son cruel. « Elle est un contrat, une affaire qui coûte sa dignité à notre famille. Tu ne vois pas qu'elle te manipule avec cette fausse douceur? » Chaque mot était un coup pour Camille. Les larmes qu'elle avait retenues pendant la confrontation avec Julien menaçaient maintenant de déborder. Incapable d'en supporter plus, elle murmura un « Excusez-moi » et monta les escaliers en courant, cherchant refuge dans la solitude de sa chambre, ou plutôt sur le balcon, où l'air froid de la nuit pourrait peut-être anesthésier sa douleur. Alexandre la regarda fuir, le cœur serré de colère et de culpabilité. Il se tourna vers sa mère. « Si vous ne pouvez pas la traiter avec un minimum de respect, alors vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison, » dit-il, la voix dépourvue de toute émotion. Et laissant une Béatrice choquée et bouche bée derrière lui, il monta les escaliers, non pas vers sa chambre, mais vers la sienne. Il la trouva sur le balcon, serrant ses genoux contre sa poitrine, le corps secoué de sanglots silencieux. La voir si fragile et désolée brisa la dernière de ses défenses. Il s'approcha lentement et, au lieu de parler, s'assit sur le sol en pierre à côté d'elle. Ils restèrent ainsi quelques minutes, ses pleurs diminuant progressivement. Ce fut Camille qui rompit le silence, la voix brisée. « Votre mère, elle vous déteste à cause de moi. » Il s'attendait à ce qu'elle parle de sa propre douleur, mais au lieu de cela, elle s'inquiétait pour lui. Cette empathie inattendue le désarma complètement. « Ma mère ne me déteste pas, » répondit-il, la voix grave. « Elle déteste ce qu'elle ne peut pas contrôler. » Se souvenant des mots d'Hélène, Camille rassembla son courage. « A-t-elle toujours été si dure ?» demanda-t-elle en le regardant à travers ses larmes. « Même quand vous étiez enfant ?» La question le prit par surprise. Personne ne l'avait jamais interrogé sur son enfance. Il regarda le jardin sombre, les souvenirs remontant à la surface. « Mon père m'a appris que les sentiments étaient une faiblesse, » avoua-t-il, la voix à peine un murmure. « Et ma mère m'a appris que le statut était tout. L'amour, l'affection étaient des monnaies d'échange, pas des dons. » Il fit une pause. Cette demeure a toujours été pleine de monde, mais ça a toujours été un lieu solitaire. À ce moment-là, sous la lumière pâle de la lune, il n'était pas le millionnaire et l'épouse achetée. Ils n'étaient que deux personnes seules, partageant une vulnérabilité qu'aucun argent au monde ne pouvait acheter. Le cœur de Camille se remplit d'une compassion écrasante pour cet homme à qui l'on avait appris à construire des murs plutôt que des ponts. « Vous n'êtes plus seul, » murmura-t-elle, et c'était peut-être la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais dite. Il se tourna vers elle, le visage à quelques centimètres du sien. Il pouvait voir chaque larme sur ses cils, le reflet de la lune dans ses yeux. L'attraction qui grandissait entre eux, contenue et confuse, explosa, devenant indéniable. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, il leva la main et lui toucha le visage, son pouce traçant le chemin d'une larme sur sa joue. « Camille » murmura-t-il, son nom comme une prière. Et puis, il l'embrassa. Le baiser commença tendrement, une demande de permission, un test des os. Elle répondit avec la même délicatesse, leurs lèvres se rencontrant dans une danse de découverte. Mais la tendresse céda rapidement la place à quelque chose de plus profond, de plus affamé. Le baiser s'intensifia, chargé de toute l'émotion réprimée. La solitude, la colère, la confusion, la jalousie et le désir écrasant qu'ils avaient tous deux tenté de nier. C'était un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient haletants, leur cœur battant à l'unisson. Ils se regardèrent, le monde autour d'eux disparaissant. La ligne avait été franchie. La graine de la passion plantée la nuit de la révélation avait finalement germé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain du baiser sur le balcon naquit différemment. Le soleil qui entrait par la fenêtre de la chambre de Camille semblait plus chaud, l'air moins lourd. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette demeure, elle ne se réveilla pas avec un nœud de peur dans l'estomac, mais avec le souvenir vibrant des lèvres d'Alexandre sur les siennes. Ce baiser avait démoli les derniers murs entre eux, remplaçant la trêve fragile par une connexion intime et terrifiante. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, il était déjà à table, mais au lieu de s'asseoir au bout éloigné, il occupait la chaise à côté de la sienne. Le geste était petit, mais la signification était monumentale. Il leva les yeux de son journal et un sourire presque imperceptible mais sincère toucha ses lèvres. À cet instant, ils n'eurent pas besoin de mots. Un pacte silencieux fut scellé. À partir de ce jour, la dynamique de la maison se transforma. Aux yeux de Béatrice ou de tout visiteur occasionnel, rien n'avait changé. Le mariage restait une formalité.
Mais dans les espaces privés, loin des regards du monde, une romance s'épanouissait en secret. Les nuits devinrent leur refuge. Après le dîner, ils se retrouvaient dans la bibliothèque où Alexandre, à la surprise de Camille, révéla une connaissance approfondie de la poésie. Il lui lisait des passages, sa voix grave donnant vie à des vers d'amour et de mélancolie, tandis qu'elle l'écoutait, fascinée par l'homme cultivé et sensible qui se cachait sous l'armure de l'homme d'affaires. D'autres nuits, c'était elle qui lui apprenait à voir le monde différemment, lui racontant les étoiles depuis le balcon, des histoires que sa grand-mère lui contait, pleines de simplicité et de magie. La passion née de ce premier baiser s'approfondit, devenant un courant puissant. Les portes qui séparaient leur chambre furent ouvertes, et les nuits solitaires prirent fin. Alexandre, qui avait toujours vu l'intimité comme une transaction ou une faiblesse, découvrit en Camille un abandon et une tendresse qui le guérissaient. Il l'aimait avec une révérence qui le surprenait, dévoilant son corps avec la même délicatesse qu'elle dévoilait son âme. Camille, qui avait craint ce moment plus que tout, trouva dans ses bras non pas la brutalité qu'elle attendait, mais une sécurité et un plaisir qui la firaient s'épanouir. Elle tomba éperdument amoureuse de l'homme vulnérable qu'il ne permettait qu'à elle de voir, l'homme qui murmurait ses peurs dans le noir et qui tenait sa main comme si elle était la seule encre dans son monde. Pour le reste de la maison, le seul indice du changement était l'humeur d'Alexandre. Il souriait plus. La rudesse dans sa voix avait laissé place à une patience qu'Hélène, la gouvernante, observait avec un contentement silencieux. Elle voyait comment ses yeux cherchaient Camille quand il rentrait à la maison et l'éclat qui apparaissait quand il la trouvait. Elle voyait la couleur revenir sur le visage de Camille, sa posture autrefois recroquevillée maintenant plus droite, son rire plus fréquent. L'amour les guérissait tous les deux. C'est lors d'un de ces matins, environ 2 mois après cette nuit sur le balcon, que la vie leur réserva la plus douce des surprises. Camille se sentait patraque, avec de légers vertiges et une fatigue persistante. Hélène, avec sa sagesse pratique, fut la première à soupçonner quelque chose. Avec un regard complice et un sourire gentil, elle suggéra à Camille de faire un test. Le résultat, 2 traits roses qui allaient tout changer. La panique initiale de Camille fut écrasante. Un enfant, un fils né d'un contrat. Son esprit tournait avec les implications. Et si Alexandre pensait que c'était un piège, une manœuvre pour le retenir pour toujours? La vieille insécurité, la peur d'être vue comme l'intrigante, revint en force. Ce soir-là, elle l'attendit dans la chambre, le petit test caché dans sa main, le cœur battant à tout rompre. Quand Alexandre entra, il perçut immédiatement son angoisse. « Camille, que se passe-t-il » demanda-t-il, l'inquiétude plissant son front. Il s'assit sur le lit à côté d'elle, prenant son autre main. « Tu es pâle, parle-moi » D'une voix tremblante, sans pouvoir le regarder, elle ouvrit la main et lui montra le test. « Je ne sais pas comment... » « Alexandre, je jure que je n'ai pas planifié ça. » Il resta silencieux, regardant le petit objet en plastique dans sa paume. Le silence s'étira pendant 1 minute qui sembla une éternité à Camille. Elle ferma les yeux, se préparant à l'explosion, à l'accusation, au retour de l'homme de glace qui l'avait méprisé la première nuit. Mais ce qui suivit ne fut pas de la colère. Ce fut une bouffée d'air quand il expira, suivi d'un son bas, un mélange de rire et d'étonnement. « Planifié » dit-il, la voix brisée par une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Ses yeux brillaient. « Camille, regarde-moi. Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue de ma vie. »« Mais le contrat, notre histoire » balbutia-t-elle confuse. « Au diable le contrat » dit-il, sa voix montant dans un crescendo de pure joie. « Ça change tout. Ça rend tout réel. Nous sommes réels, Camille. Nous allons avoir un enfant. » Et puis il la serra dans ses bras, la soulevant du sol dans une étreinte serrée et tournant avec elle dans la chambre, riant comme un garçon. Pour Alexandre, cette nouvelle fut l'épiphanie finale. Un héritier n'était plus une clause contractuelle à respecter. C'était la matérialisation de son amour pour Camille, le sceau que le bonheur qu'il avait trouvé n'était pas une illusion. C'était le début d'une famille. De sa famille. Alors que le bonheur s'épanouissait à l'intérieur de l'hôtel particulier Beaumont, à l'extérieur, les ombres se rassemblaient. La nouvelle de la grossesse de Camille se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société, alimentée par les oreilles attentives des employés et les ragots qui couraient dans les dîners et les événements. Pour Diane, la nouvelle fut comme un poignard dans son orgueil. Elle avait été remplacée, humiliée et maintenant oubliée. La petite provinciale lui avait non seulement volé sa place, mais elle était sur le point de donner à Alexandre la seule chose qu'elle n'avait jamais pu lui offrir, un héritier. La fureur laissa place à un froid désir de vengeance. Julien, de son côté, voyait la situation sous un angle commercial.
Le nouvel état de bonheur d'Alexandre en faisait un rival plus concentré et imprévisible. De plus, l'idée qu'Alexandre, son ennemi juré, trouve le bonheur domestique était une insulte personnelle. Ce fut Diane qui fit le premier pas. Elle organisa une rencontre avec Julien dans un bar discret et élégant, un lieu où des accords de toutes sortes étaient scellés dans l'ombre. Notre ami commun semble vivre un conte de fées, dit-elle en faisant tourner un verre de vin rouge dans sa main dès que Julien s'assit. Le bonheur domestique ne lui a jamais convenu. C'est répugnant, répondit Julien en faisant signe au serveur. Et dangereux, ajouta Diane, le regard fixé sur le sien. Un Alexandre heureux est un Alexandre complaisant, mais un Alexandre trahi, un Alexandre humilié. Ça, c'est l'homme que nous connaissons. Impitoyable, destructeur et vulnérable. Julien sourit, comprenant où elle voulait en venir. Et qu'avez-vous en tête, ma chère Diane? Un scandale? Quelque chose de bien mieux, dit-elle en se penchant en avant, la voix un murmure conspirateur. Alexandre est peut-être tombé amoureux de la pureté de cette fille, mais au fond, il est toujours le même homme cynique. Sa plus grande peur n'est pas de perdre de l'argent, c'est d'être pris pour un imbécile, surtout par une femme. La blessure de sa dernière trahison n'a jamais vraiment cicatrisé. Nous devons juste remuer le couteau dans la plaie. Le plan qu'ils élaborèrent cette nuit-là était cruel et méticuleux. Julien utiliserait son charme pour approcher Camille sous un prétexte qu'elle ne pourrait refuser. Peut-être une urgence inventée concernant sa mère, qui vivait en province. Il serait le gentleman serviable, offrant son aide. Il créerait une situation, prendrait des photos sous un angle compromettant, une étreinte qui ressemblerait à un baiser, une conversation qui semblerait être une confidence intime. Pendant que Julien préparait le piège visuel, Diane s'occuperait de la partie psychologique. Elle utiliserait ses contacts pour creuser dans la vie financière du père de Camille avant le mariage, fabriquant des preuves que lui et sa fille avaient tout planifié depuis le début. De faux emails, des relevés bancaires falsifiés, tout pour construire un récit où la virginité, la romance et même la grossesse faisaient Rarty d'un coup de maître pour prendre le contrôle de l'Empire Beaumont. Il ne te croira jamais, dit Julien sceptique un instant. Diane sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il le fera, parce que c'est moi qui lui raconterai. L'ex-maîtresse trahie qui veut juste lui ouvrir les yeux sur la vérité. Je connais ses faiblesses, je sais sur quel bouton appuyer. Quand j'aurai fini, il ne verra plus la sainte qu'il aime, il verra la pire des menteuses. Ils portèrent un toast. Un toast à la ruine, à la trahison et au sombre plaisir de détruire le bonheur des autres. De l'autre côté de la ville, dans le silence de leur chambre, Camille reposait sa tête sur la poitrine d'Alexandre, leurs mains à tous deux sur son ventre encore plat, rêvant de prénoms de bébé, complètement inconscients de la toile de méchanceté qui était tissée autour d'eux, fil par fil, prête à les emprisonner et à les déchirer. Les semaines qui suivirent la découverte de la grossesse furent les plus heureuses de la vie de Camille et d'Alexandre. La demeure, autrefois un mausolée de solitude, s'emplit d'une nouvelle énergie. Ils passaient des heures à discuter de l'avenir, à choisir des couleurs pour la chambre du bébé et à rêver éveillé à la petite vie qui grandissait en elle. Alexandre la traitait avec une adoration qui la faisait se sentir la femme la plus aimée du monde. Il rentrait à la maison chaque jour avec un petit cadeau, un fruit dont elle avait eu envie, un livre d'un auteur qu'elle avait mentionné, des gestes qui montraient que chaque modèle était entendu, chaque désir important. La barrière du contrat s'était complètement dissoute, et à sa place se trouvait un amour profond et un partenariat sincère. Ils étaient, contre toute attente, une famille. Et c'est ce bonheur radieux, cette paix nouvellement découverte qui rendait la tempête qui se formait à l'horizon encore plus dévastatrice. Le piège fut monté avec une précision diabolique un mardi après-midi, alors qu'Alexandre était dans une réunion importante. Le téléphone personnel de Camille sonna. C'était un numéro inconnu. Hésitante, elle répondit. « Camille Beaumont ?» dit une voix masculine et douce de l'autre côté. C'était Julien. « Je m'excuse de vous appeler ainsi. Je sais que nous ne sommes pas intimes, mais le sujet est urgent et délicat. »« Julien, que se passe-t-il » demanda-t-elle, son cœur commençant à s'accélérer. « Écoutez, j'ai un contact à l'hôpital de la ville où vit votre mère. » commença-t-il, le ton chargé d'une fausse urgence et compassion. « Il semble qu'elle ait fait une chute. Elle est hospitalisée. J'ai essayé d'appeler votre père, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Je ne voulais pas inquiéter Alexandre inutilement au milieu d'une réunion, alors j'ai pensé qu'il valait mieux vous parler directement. »
Le monde de Camille bascula. Sa mère, seule dans un hôpital. La panique aveugla toute autre pensée. « Oh mon Dieu, elle va bien? Qu'est-il arrivé? » « Les détails sont encore vagues, » mentit Julien. « Mais écoutez, ne paniquez pas. Je suis dans un café près de chez vous. Retrouvez-moi dans 15 minutes. J'ai le numéro du médecin de garde et je peux utiliser mes contacts pour vous trouver un jet pour vous y emmener immédiatement. S'il vous plaît, venez. Vous n'avez pas à traverser ça seule. » L'offre, la promptitude, la gentillesse apparente la désarmèrent complètement. Dans son état de panique, elle ne vit qu'un homme offrant son aide. « Oui, bien sûr, j'arrive. Et s'il vous plaît, ne dites rien à Alexandre pour l'instant. Je ne veux pas qu'il quitte une réunion importante pour une fausse alerte. » C'était exactement la réponse que Julien attendait. Elle enfila les premiers vêtements qu'elle trouva et courut au café. Julien l'attendait déjà à une table réservée au fond. L'endroit était discret, mais avec de larges fenêtres donnant sur la rue. Parfait pour un photographe positionné de l'autre côté. Camille arriva, le visage pâle d'inquiétude. « Julien, merci de m'avoir prévenu. Avez-vous plus de nouvelles ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Calmez-vous, respirez, » dit-il en prenant ses mains sur la table dans un geste de réconfort. L'objectif de l'appareil photo de l'autre côté de la rue captura le moment, leurs mains enlacées, leurs visages proches, en confidence. « J'ai parlé à une infirmière. Il semble que ce n'était qu'une frayeur, une fracture du poignet, mais ils la garderont en observation. » Le soulagement inonda Camille, et avec lui les larmes. « Dieu merci !» Elle se mit à pleurer, un mélange de soulagement et de stress accumulé. Julien, l'acteur consommé, se leva et l'enlaça. « Tout ira bien, je vous le promets », murmura-t-il près de son oreille alors qu'elle sanglotait sur son épaule. L'appareil photo crépita de nouveau, capturant l'image parfaite. L'épouse enceinte d'Alexandre Beaumont dans les bras de son plus grand rival. Son visage caché dans son cou, l'étreinte semblant tout sauf innocente. Pendant que la pièce de Julien se jouait, Diane entrait sur la scène principale. Elle arriva à l'entreprise d'Alexandre sans prévenir, le visage un masque de tristesse et de réticence. « Alexandre, il faut que je te parle. C'est à propos de Camille, » dit-elle, la voix basse et grave. Alexandre, qui était euphorique après avoir conclu une grosse affaire, sentit un frisson le parcourir. Qu'y a-t-il avec elle? Il est arrivé quelque chose? « Je suis désolée, Alexandre. Vraiment désolée, » commença-t-elle en ouvrant son sac et en sortant une enveloppe. « Je sais que tu penses que c'est un ange, mais je ne peux plus te voir te faire duper. » Elle lui tendit les papiers. C'étaient les faux emails entre Camille et son père, discutant des termes de l'arnaque. C'étaient les relevés bancaires falsifiés, montrant un paiement substantiel sur le compte du père de Camille, juste après que la nouvelle de la grossesse soit devenue publique. Le récit était parfait, construit sur les fondations de la méfiance originelle d'Alexandre. « C'est ridicule, Diane, c'est n'importe quoi, » gronda-t-il en jetant les papiers sur la table. « Je connais Camille, elle ne ferait pas ça. »« Tu connais la femme dont tu es tombé amoureux ?» rétorqua Diane, les yeux pleins d'une fausse compassion. « Mais tu ne connais pas l'actrice qu'elle a été élevée pour être. Elle t'a étudié, Alexandre. Elle connaissait ton histoire, ta méfiance. Elle a utilisé la seule chose qui pouvait te briser, l'innocence et la grossesse. C'était le coup de maître, la garantie qu'elle aurait tout. » L'esprit d'Alexandre était un tourbillon. Les vieilles insécurités, les fantômes des trahisons passées commencèrent à émerger des profondeurs où il pensait les avoir enterrés. Il voulait crier, la chasser de son bureau, mais une graine de doute empoisonnée avait été plantée. Alors, Diane porta le coup de grâce. « Je sais que c'est difficile à croire, » dit-elle en sortant son téléphone de son sac. « Mais peut-être que ça t'aidera à ouvrir les yeux. » Elle tourna l'écran vers lui, et là, il y avait la première photo. Camille et Julien, main dans la main sur la table du café. Et la seconde, la plus accablante, Camille dans les bras de Julien. L'étreinte intime et prolongée. Ça a été pris il y a 20 minutes, dit doucement Diane. Pendant que tu es ici à construire un avenir pour ta famille, elle cherche du réconfort dans les bras de l'homme qui te déteste le plus au monde. Le monde d'Alexandre s'effondra. L'image, ajoutée au document, était irréfutable pour un esprit déjà enclin à la méfiance. La douleur fut si soudaine et intense qu'elle lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'agonie. La femme qu'il aimait, la mère de son enfant, la seule personne en qui il avait enfin appris à avoir confiance. Tout était un mensonge, le plus cruel et le plus élaboré de tous.
Quand Camille rentra à la maison, se sentant plus calme et immensément reconnaissante de l'aide de Julien, elle trouva Alexandre dans le salon. Il se tenait dos à la porte, regardant par la fenêtre. Il y avait une bouteille de whisky et un verre presque vide sur la table à côté de lui. « Alexandre, tu es rentré tôt, » dit-elle en souriant. « J'ai eu une frayeur aujourd'hui, ma mère. » Il se tourna lentement. Son visage était un masque de fureur et de douleur qu'elle n'avait jamais vu. C'était le visage de l'homme de la première nuit, mais 1000 fois plus terrifiant. « Ta mère, » dit-il, la voix basse et rauque, ou l'excuse parfaite pour un rendez-vous. Avant qu'elle ne puisse comprendre, il prit une enveloppe sur la table et jeta son contenu à ses pieds. Les photos. Elle regarda les images, le cœur glacé. Elle se vit avec Julien, les scènes sorties de leur contexte, transformées en quelque chose de sale et de traître. Alexandre, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer, implora-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Expliquer? Il rit, un son brisé et terrible. Expliquer comment toi et ton père avez planifié chaque étape, la mariée vierge, l'épouse douce et la mère dévouée. Quelle performance, Camille! Digne d'un prix. J'ai été un imbécile, un idiot complet, de croire un seul de tes mots. Non, ce n'est pas vrai, sanglota-t-elle en faisant un pas vers lui. Ne me touche pas, cria-t-il en reculant, comme si elle était du poison. Les mots qui sortirent ensuite de sa bouche furent les plus cruels qu'il put prononcer, conçus pour détruire. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Les femmes comme vous ne changent pas, elles perfectionnent leur arnaque. Dis-moi, le plan a toujours été celui-là? Me séduire, tomber enceinte, et puis t'enfuir avec ton amant? Il fit une pause, son regard descendant vers son ventre avec un mépris qui la brisa en 1000 morceaux. Même cet enfant, combien vaut sa part dans l'accord? L'accusation était si monstrueuse, si inimaginable, qu'elle sécha les larmes de Camille. L'amour, l'espoir, le bonheur, tout se transforma en cendres. L'homme devant elle n'était pas son Alexandre, c'était un étranger, consumé par son propre venin. Et elle réalisa la vérité la plus douloureuse de toutes. Il ne lui avait jamais vraiment fait confiance. Son amour était conditionné à sa perfection. Et au premier signe de doute, il l'avait condamné sans jugement. Elle ne dit plus rien. Elle le regarda simplement, le cœur brisé estampillé sur son visage. Dans ce regard, il vit la femme qu'il aimait mourir, et il ne comprit pas qu'il était l'assassin. Elle se tourna et monta les escaliers en silence. Cette nuit-là, tandis qu'Alexandre se noyait dans le whisky et l'apitoiement dans son bureau, Camille prit sa décision. Elle ne pouvait pas élever son enfant dans cet environnement toxique, sous l'ombre d'un père qui doutait de son honneur et de sa propre existence. Les mains tremblantes, elle écrivit un mot, non pas avec des accusations, mais avec un adieu final et désolé. « Je t'ai aimé. Que Dieu te pardonne de ne pas m'avoir cru. » Elle alla dans la chambre d'Hélène. La gouvernante, qui avait entendu les cris et vu l'état d'Alexandre, comprit tout sans qu'un mot ne soit dit. Les yeux pleins de larmes, Hélène aida la jeune femme à faire une petite valise, lui donna tout l'argent qu'elle avait de côté et appela un cousin éloigné, un chauffeur de taxi de confiance, pour l'emmener loin, à la gare routière, au milieu de la nuit. Le lendemain matin, la lumière du soleil envahit une demeure silencieuse. Alexandre se réveilla dans son fauteuil, la tête lancinante, le cœur un trou noir. Il monta dans sa chambre, peut-être pour crier encore, peut-être pour s'excuser, il ne savait pas. Mais la chambre était vide, le lit parfaitement fait, et sur l'oreiller, le mot et son alliance. Son absence était un cri plus fort que n'importe quel mot. Elle était partie, et lui, aveuglé par la douleur et l'orgueil, était pour la première fois vraiment et irrémédiablement seul. L'absence de Camille transforma l'hôtel particulier en un tombeau de luxe. Le silence, autrefois rompu par son rire ou la musique douce qu'elle aimait écouter, était maintenant un poids oppressant. Alexandre errait dans les pièces comme un fantôme. Chaque objet était un déclencheur du souvenir du bonheur qu'il avait lui-même détruit. La chambre du bébé, avec ses murs peints dans un ton jaune pastel qu'ils avaient choisi ensemble, était une chambre de torture. Il y entrait et était étouffé par un vide dévastateur. L'image du visage brisé de Camille entend chacune de ses pensées. Les premiers jours, la colère et l'orgueil blessé luttaient encore pour la suprématie, lui murmurant à l'esprit qu'il était la victime. Mais dans la solitude des longues nuits, la vérité commença à éroder ses défenses. La douleur qu'il ressentait n'était pas celle d'un homme trahi, mais celle d'un homme qui avait commis une erreur terrible et irréparable. Ses alliés, cependant, n'étaient pas disposés à le laisser sombrer dans sa misère auto-infligée. Gabriel, son meilleur ami et bras droit, fut le premier à intervenir. En trouvant Alexandre dans son bureau, entouré de bouteilles vides et le regard perdu,
il écouta l'histoire de la trahison. Étant un homme rationnel et étranger au tourbillon émotionnel, Gabriel trouva le récit de Diane trop parfait, l'apparition de Julien trop opportune. « Ça n'a aucun sens, Alexandre, » dit-elle fermement. « La Camille que j'ai vue se transformer à tes côtés ne ferait pas ça. Tu as été manipulé. » Poussé par la loyauté envers son ami, Gabriel commença à enquêter de son côté, utilisant ses ressources pour suivre la piste de l'argent et des mensonges. Pendant que Gabriel cherchait des preuves, Hélène porta le coup émotionnel. Elle trouva Alexandre debout devant la porte de la chambre de Camille, son mot froissé dans sa main. La gouvernante, qui l'avait vu grandir, s'approcha, non avec sympathie, mais avec une fureur contenue et juste. « Vous la cherchez dans cette chambre, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. « La femme que vous avez accusée et humiliée n'est plus ici. Vous l'avez chassée. »« Elle m'a trahi, Hélène, » murmura-t-il, la voix rauque. « Non, » rétorqua Hélène, les yeux brillants d'indignation. « Elle vous a aimé. Je l'ai vue jour après jour prendre soin de cette maison, prendre soin de vous. J'ai vu la peur dans ses yeux se transformer en admiration et l'admiration en amour. Elle s'est épanouie ici, et vous, un instant, vous vous êtes épanoui avec elle. Mais à la première tempête, vous l'avez jetée au loup pour protéger votre orgueil. Vous n'avez pas brisé le cœur d'une intrigante, monsieur Alexandre. Vous avez écrasé l'âme de la seule personne qui vous ait jamais vraiment aimé dans cette maison. » Les mots d'Hélène furent comme des poignards dans le cœur d'Alexandre. Ils firent écho aux doutes qu'il essayait de supprimer, à la vérité qu'il ne voulait pas affronter. Le coup de grâce arriva 2 jours plus tard. Gabriel entra dans son bureau et jeta un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait tout. Des relevés bancaires montrant un virement important de Diane au photographe. L'aveu du photographe lui-même qui admit avoir été payé pour prendre les photos hors contexte. Et le plus accablant, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Julien et Diane, où ils se vantaient du succès de leur plan et se moquaient de la naïveté d'Alexandre. La vérité nue et crue s'abattit sur Alexandre avec le poids d'une avalanche. Il n'avait pas été trahi par Camille. Il avait été piégé par son propre cynisme, par son incapacité chronique à faire confiance. Il ne réagit pas avec colère envers Diane ou Julien. Toute son énergie se tourna vers l'intérieur, vers une culpabilité si écrasante qu'elle lui coupa le souffle. Il se souvint de chaque mot cruel qu'il lui avait dit, de l'accusation concernant son fils, du mépris dans son regard. Il ne l'avait pas seulement chassé, il l'avait anéanti. À ce moment, le puissant millionnaire mourut, et à sa place ne resta qu'un homme brisé, consumé par le remords. Sa seule mission, sa seule raison d'exister, devint de la retrouver. Il mobilisa toutes ses ressources, mais Camille avait disparu. Hélène, loyale à la jeune femme qu'elle avait protégée, refusait de donner la moindre information. Mais Alexandre, désespéré, supplia la gouvernante, non pas comme un patron, mais comme un homme pénitent. Voyant la sincérité de son repentir, le cœur d'Hélène s'adoucit. Elle ne savait pas exactement où Camille se trouvait, mais elle lui donna le nom de la petite ville paisible où le chauffeur l'avait emmenée, un endroit appelé Val d'Espoir. Alexandre n'envoya pas ses gardes du corps. Il y alla seul. Il conduisit pendant des heures, laissant derrière lui la ville de gratte-ciel et d'intrigues, s'enfonçant dans une France de montagnes verdoyantes et d'air pur. Val d'Espoir était l'opposé de son monde. Une petite ville accueillante avec une place centrale, une vieille église et des gens qui se saluèrent dans la rue. Et c'est là, assise sur un banc sur la place, le soleil de l'après-midi illuminant ses cheveux et ses mains reposant sur son ventre proéminent, qu'il la trouva. Elle semblait en paix, mais il y avait une ombre de tristesse permanente dans ses yeux. Son cœur s'arrêta. Il s'approcha lentement, craignant qu'elle ne s'enfuît comme un cerf effrayé. Quand elle l'entendit, la panique s'empara de son visage. Elle se leva, prête à courir. « Camille, s'il te plaît, » implora-t-il, la voix brisée. « Ne fuis pas. Écoute-moi, juste une minute. » Elle s'arrêta, le corps tendu, prête à se défendre contre plus de douleur. Mais l'homme qui s'approchait n'était pas le monstre qui l'avait chassé. C'était l'ombre de lui-même, les yeux rouges, le visage marqué par l'angoisse, et alors, à son grand choc et à celui des quelques habitants qui passèrent sur la place, le grand Alexandre Beaumont tomba à genoux devant elle. « Pardon », sanglota-t-il, les larmes qu'il ne s'était jamais autorisé à verser coulant maintenant librement, lavant les pavés de la place. « Camille, pardonne-moi. Je suis un idiot, aveugle, arrogant et stupide. Je sais tout, le piège, les mensonges. Mais rien de tout cela n'excuse ce que je t'ai fait, ce que je t'ai dit. J'ai brisé ton cœur et j'ai brisé le mien par la même occasion. Je t'aime, Camille. Je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais aimé dans ma vie.
Et si tu me donnes une dernière chance, je jure que je passerai chaque jour qui me reste à te prouver que je suis digne de toi et de notre enfant. » Camille le regardait, ses propres larmes coulant sur son visage. La douleur était toujours là, une blessure profonde, mais voir cet homme fier et inflexible, à genoux, complètement anéanti, toucha une corde sensible en elle. Elle ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non non plus. « Lève-toi, Alexandre, » murmura-t-elle. « Les gens nous regardent. » La réconciliation fut un processus lent et délicat. Il loua une chambre dans la seule auberge de la ville et, jour après jour, prouva son changement par des actes. Il n'essaya pas de l'acheter avec des cadeaux, mais la reconquit avec patience. Il l'accompagnait aux rendez-vous médicaux. Il s'asseyait en silence à côté d'elle sur la place. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il réapprenait à l'aimer, cette fois avec humilité et confiance. Le moment qui scella leur nouveau départ arriva 2 semaines plus tard, au milieu de la nuit. Camille perdit les os. Dans le petit hôpital de la ville, Alexandre lui tint la main pendant tout le travail, lui murmurant des mots d'encouragement et d'amour, le visage baigné de sueur et de larmes. Et quand le cri aigu du petit Raphaël remplit la pièce, ce ne fut pas seulement le son d'une nouvelle vie, mais l'hymne de leur rédemption. En voyant Alexandre tenir leur fils dans ses bras, le visage transfiguré par un amour si pur et absolu, le dernier morceau de glace dans le cœur de Camille fondit. Quelques mois plus tard, l'hôtel particulier Beaumont était un autre lieu. Les portes étaient toujours ouvertes, et le son le plus courant était le rire du petit Raphaël. Diane et Julien firent face aux conséquences légales et sociales de leurs actes, bannis du cercle qu'ils chérissaient tant. L'histoire d'Alexandre et Camille devint une légende murmurée, un conte de fées moderne, mais pour eux, c'était quelque chose de bien plus réel. C'était la preuve que le véritable amour n'était pas un contrat sur papier, mais un choix quotidien. Le choix de pardonner, de faire confiance et de reconstruire, même sur les cendres les plus douloureuses. Ensemble, ils étaient une famille forgée, non pas dans le luxe ou la convenance, mais dans le feu de la méfiance, et qui était renée plus forte, plus pure et finalement indestructible. Ainsi se termine le voyage de Camille, d'Alexandre et du petit Raphaël, une famille née d'un contrat et ressuscitée par le pouvoir du pardon. Quel parcours pour Alexandre et Camille! La preuve que même les cœurs les plus blindés peuvent se briser, commettre de graves erreurs, mais aussi apprendre à pardonner. Nous avons vu un amour naître d'un contrat, être presque détruit par la méfiance et renaître par le pouvoir de la rédemption. Maintenant, racontez-nous. Quel a été votre moment préféré? La révélation qui a tout changé la nuit de noces? La défense qui l'a transformé de bourreau en protecteur? Ou la rédemption à genoux sur la place, prouvant que l'amour exige de l'humilité? Laissez votre commentaire. Si cette histoire d'un amour qui renaît de ses cendres vous a ému, partagez-la. Une grande accolade et à la prochaine, où nous continuerons de prouver que l'amour le plus fort n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui trouve toujours le chemin du pardon.